m'entendez? Donc, effectivement, c'est un format un peu particulier dans le sens où ça sera donc une présentation qui se fera en format descendant. Donc, j'aurai effectivement que vos commentaires, vos questions à l'issue de la première partie, puisque nous avons convenu avec Madame Amiot que les questions se feront donc à l'issue de chaque partie. Si vous avez des questions pour approfondir certains points, vous n'hésitez pas. Et à ce moment-là, j'essaierai d'y répondre après chaque partie, le temps d'en prendre connaissance. Mais dans un premier temps, donc, nous allons donc partir sur cette formation qui, comme son nom l'indique, traitera de l'imputabilité au service, dommages et intérêts, détermination du préjudice en matière d'accident du travail. Donc, je me présente, je suis François Ponce. Je suis magistrat à la Cour d'appel de Nantes et donc, effectivement, j'ai à traiter ce genre de questions assez quotidiennement. Et donc, je vais essayer de vous faire un point qui sera synthétique, hein, bien évidemment, au vu du format, des principales, enfin, je dirais, de l'essentiel de ce contentieux qui est aujourd'hui de plus en plus, je dirais, lié à des notions notamment de malaise en service. Bien, donc on va attaquer tout de suite. Donc, Juste, Monsieur Ponce, si vous me permettez, je vais rappeler les petites considérations techniques pour que chacun sache comment fonctionne le webinaire. Déjà, donc bonjour à tous. Donc ce webinaire donc vous est présenté par Monsieur Ponce, magistrat à la Cour administrative d'appel de Nantes. Vous avez l'habitude maintenant des formats de webinaire qu'on vous propose avec la plateforme Webikeo. Donc vous avez à droite le chat participant, hein, puisque vous êtes uniquement vous n'avez pas de vignette vidéo ni de possibilité d'interagir par le son. Vous êtes une trentaine normalement à suivre ce webinaire. Donc vous avez le chat, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et comme le disait Monsieur Ponce, donc les questions vont être classées et Monsieur Ponce y répondra à l'issue de chacune des parties. Et on viendra aussi à la fin en complément. Juste aussi pour rappeler, avant que je vous redonne la parole, Monsieur Ponce, pardonnez-moi. Donc ce sujet-là, rappelez-vous, il vous a été proposé déjà en format webinaire par la BFRH courant 2020, me semble-t-il, peut-être 2019. Et donc là, c'est très intéressant d'avoir un complément sur ce sujet et d'avoir le point de vue de la magistrature sur ces questions-là. Voilà, donc rappelez-vous aussi, le webinaire est enregistré, vous recevrez le lien pour télécharger pour avoir l'accès au replay. Et puis le document support stagiaire, donc qui est complémentaire au plan là qui est affiché, que vous devez recevoir par mail normalement. Vous pourrez le télécharger à l'issue du webinaire. Voilà, je voulais juste quand même rappeler ces petites considérations d'usage, mais qui sont habituels maintenant. Et je vous laisse la parole, Monsieur Ponce. Excusez-moi de cette intervention. Il n'y a pas de souci, Madame Amiot. Donc, merci de ces renseignements et de ces informations complémentaires. Donc, nous allons attaquer tout de suite, effectivement, donc le cours. Donc, effectivement, on va commencer par la première partie qui concerne donc les notions d'accident de service, d'accident de trajet et de rechute, puisque ce sont des notions qu'on retrouve régulièrement dans différents dossiers qui concernent ce contentieux. Donc, il faut savoir que les dispositions applicables donc en la matière sont les dispositions de l'article 34 de la loi donc du 11 janvier 84 qui porte dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Donc, ces dispositions précisent effectivement que le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État, à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre 1 an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les 9 mois suivants. Et le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien fondé du congé de maladie dans un délai et selon des sanctions prévues en application à l'article 35. Toutefois, c'est cette partie qui est particulièrement intéressante, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Voilà, c'est effectivement la partie principale. Bon, ensuite, on a un petit 3 qui concerne les congés de longue maladie, donc à des congés de longue maladie d'une durée maximale de 3 ans dans les cas où il est constaté
que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmé. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant 1 an. Le traitement est réduit de moitié pendant les 2 années qui suivent. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Voilà, donc in extenso, l'article 34 et donc les dispositions du deuxième alinéa du petit 2 du présent article sont applicables au congé de longue maladie. Alors, il faut se référer bien évidemment à l'article 57 pour ceux qui sont effectivement dans les fonctions publiques territoriales. Donc c'est l'article 57 de la loi du 26 janvier 84 qui reprend grosso modo, je dirais, ces dispositions. Et c'est l'article 41 de la loi du 9 janvier 86 qui concerne donc la fonction publique hospitalière. Et donc ces dispositions sont rédigées de façon similaire à l'article 34 et donc ont des régimes juridiques quasiment identiques avec des nuances que j'aborderai effectivement par la suite. Alors passons tout de suite à la notion d'accident de service. Donc la notion d'accident de service, l'accident donc est précisément défini comme un accident qui survient sur les lieux du service. Alors nous avions une jurisprudence traditionnelle du Conseil d'État jusqu'à, je dirais, bon maintenant ça commence à dater, mais la jurisprudence du Conseil d'État considérait antérieurement qu'un malaise survenu en service n'était pas un accident de service dès lors que les conditions dans lesquelles la victime avait accompli son service n'avaient pas comporté l'intervention soudaine et violente d'un événement extérieur. Donc c'était notamment l'arrêt Marzagil de 86 qui donc, si je le cite, donc considérant que Mme Marzagil, assistante sociale, chef à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Essonne, a subi un malaise cardiaque dans la journée du 26 novembre 1976 alors qu'elle était en service et a été victime au cours de la nuit suivante d'un infarctus du myocarde qui a entraîné l'invalidité partielle permanente dont elle est atteinte. Il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles elle a dû accomplir son service aient comporté l'intervention soudaine et violente d'un événement extérieur déterminant cette lésion. Par suite, l'affection dont elle est atteinte ne saurait être regardée comme imputable à un accident de service. Alors effectivement, il y a eu ensuite donc une évolution qui est importante et pour lesquelles effectivement souvent les services juridiques n'ont pas forcément je dirais, ce réflexe, c'est-à-dire que cette jurisprudence a été abandonnée, donc ça commence à faire, mais c'est en 95 par 2 décisions qui jugent donc dorénavant qu'un accident survenu au cours du service est un accident de service, à supposer même que cet accident ait été provoqué par un malaise sans lien avec le service. Donc c'est-à-dire que depuis ces jurisprudences, donc notamment la jurisprudence Mademoiselle Bédès, donc Chambre des dépôts et consignations contre Mademoiselle Bédès du 30 juin 95, donc je le cite. Il ressort des pièces du dossier que le 2 mars 84, Mademoiselle Bédès, employée à la bibliothèque municipale de Nancy, a fait une chute dans la cour de cette bibliothèque qu'elle traversait pour aller prendre son service. Eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit, cet accident doit, à supposer même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, être regardé comme un accident de service. La Caisse des dépôts et consignations n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement, donc le tribunal a annulé la décision par laquelle une allocation temporaire d'invalidité a été refusée à Mademoiselle Bédès. Donc effectivement, c'est important d'avoir ça en tête aujourd'hui, c'est-à-dire que la jurisprudence donc a abandonné, depuis donc maintenant plus de 20 ans, la notion de critère tiré de la cause extérieure. Donc il n'y a pas véritablement, depuis l'abandon de cette jurisprudence, donc de définition précise de la notion d'accident de service. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accident de service est défini par l'article 57, notamment de la loi du 26 janvier 84, comme un accident qui se produit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. La jurisprudence a élargi cette notion à l'accident survenu au cours d'une activité constituant le prolongement du service. C'est notamment la jurisprudence Pajot du 14 mai 2008. Alors, on conçoit tout de suite qu'à partir du moment où effectivement un accident a lieu dans le service, c'est-à-dire dans le lieu et temps du service, il y a une forme de présomption d'imputabilité, donc il faut garder à l'esprit, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, dans le cadre du contentieux, effectivement, la présomption d'imputabilité donc joue complètement. Donc ce qui veut dire que c'est ensuite à la collectivité, effectivement, d'apporter la preuve que cet accident n'est pas imputable, ce qui donc est déjà, je dirais, plus compliqué. Et donc, ce sont des dispositions qui sont assez protectrices dans la mesure où, effectivement, lorsqu'on est malade ou qu'on a, effectivement,
un accident dans le temps du service, il y a une présomption. Alors, sont considérés comme accidents de service non seulement les blessures contractées ou aggravées en service ou à l'occasion des fonctions, mais également les événements figurant à l'article 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, à savoir, donc, l'article 27 définit les événements comme les infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Donc on voit bien que, au vu de ces dispositions, on a du mal à trouver effectivement une définition claire de l'accident de service. Donc pour pouvoir avoir finalement la définition la plus claire, je crois qu'il faut se référer à un arrêt assez récent du Conseil d'État du 6 février 2019. C'est l'arrêt Planage, donc cet arrêt est très important, je vous conseille de le noter. C'est l'arrêt 415-975 du 6 février 2019 qui est classé en B, qui a été pris pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, qui définit donc l'accident de service comme un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Donc c'est effectivement aujourd'hui, à ce jour, la définition la plus précise qu'on peut avoir effectivement de l'accident de service. Un événement survenu à une date certaine par le fait ou l'occasion du service dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. On pourra effectivement regarder avec attention les conclusions d'Olivier Henrard sous cet arrêt qui donne quelques précisions bienvenues. Donc j'ajouterai simplement pour aller un peu plus loin encore que le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation de l'imputabilité au service, c'est-à-dire que le contrôle est entier, je dirais, sur l'appréciation qu'a pu faire la collectivité ou l'administration de l'imputabilité. Alors l'état de santé de l'agent doit être en lien direct, c'est la condition principe, mais non nécessairement exclusif, c'est bien important. Donc l'état de santé doit être en lien direct, mais non nécessairement exclusif avec l'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est un arrêt Fonvielle qui nous précise ce point, donc un arrêt du 23 septembre 2013, qui nous dit que, considérant que pour rejeter les conclusions de Mme Fonvielle, dirigées contre les arrêtés du directeur du CHU de Toulouse, lui refusant le bénéfice de ces dispositions pour la période comprise entre le 2 mai 2005 et le 22 août 2007, le tribunal donc s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'état pathologique de l'intéressé ne pouvait alors être regardé comme directement et exclusivement imputable à l'accident de service dont elle avait été victime le 16 avril 2004. En exigeant que l'accident de trajet du 16 avril 2004, en exigeant que soit établi un lien non seulement direct, mais aussi exclusif entre l'état pathologique de l'agent et l'accident de trajet du 16 avril 2004, le tribunal a commis une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner, donc Mme Fonvielle est fondée à demander l'annulation de son jugement. Donc cet arrêt est très important aussi depuis donc 2013. L'existence donc il n'y a pas de nécessité qu'effectivement l'état de santé de l'agent soit en lien exclusif avec l'accident survenu dans l'intérêt des fonctions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs causes, mais à partir du moment où l'accident ou l'état de santé de l'agent est en lien prépondérant, je dirais, avec prépondérance, c'est important, avec donc l'accident, l'imputabilité doit être reconnue. Alors dès lors, effectivement, que l'existence d'un état antérieur n'exclut pas par lui-même la possibilité de reconnaître comme imputable au service un accident et les séquelles, bien que ceci soit en relation avec cet état antérieur, dès lors que tout lien avec le service ne peut être exclu. Voilà, donc il y a aussi un arrêt Gougnard du 22 avril 2005 qui reprend un peu ce raisonnement, qui nous dit qu'effectivement, en déduisant du diagnostic que les arrêts de travail sont postérieurs ne peuvent être regardés comme étant en relation directe, certaine et déterminante, la Cour administrative qui a suffisamment motivé son arrêt n'a pas exactement qualifié l'effet de l'espèce. Donc c'est effectivement un lien de causalité qui est donc direct, certain et déterminant, sans qu'il soit exclusif. C'est très important d'avoir cette notion à l'esprit. Ensuite, nous allons passer donc maintenant en petit 2 à l'accident survenu en dehors des lieux du service pour lesquels donc la présomption dont je vous ai parlé dans la première partie ne joue pas. Donc la jurisprudence traditionnelle dans ce cadre-là, c'est la jurisprudence donc Bonmartin de 98 qui est classée en A. Donc il ressort des pièces du dossier que M. Bonmartin, sous-directeur à l'École nationale d'apprentissage de Lyon, a eu en raison d'une mission l'appelant à Paris passer l'hôtel la nuit du 6 au 7 janvier 80. Il s'est blessé en faisant une chute dans la douche de cet établissement.
l'accident survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante était ainsi dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que M. Bonmartin se trouvait en mission, dépourvu de tout lien avec le service. M. Bonmartin n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement qui est suffisamment motivé donc à rejeter ses conclusions tendant à la reconnaissance d'impunité. Donc il y avait une jurisprudence qui considérait effectivement antérieurement que les circonstances, donc dans le cadre, même quelqu'un qui se trouvait en mission dépourvu de tout lien avec le service, par définition, n'avait pas donc de possibilité de faire reconnaître comme imputable au service son accident. La jurisprudence a encore une fois évolué sur ce point depuis l'arrêt Quignot du 3 décembre 2004, donc en A là aussi, qui nous dit aujourd'hui que donc, après avoir donc recité les dispositions de l'article 34, le Conseil nous dit qu'il résulte de ces dispositions applicables aux magistrats que tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels. Donc effectivement, on voit bien que dans ce cadre-là, nous sommes maintenant là aussi dans une forme de présomption, donc d'imputabilité lorsque l'accident, donc lorsque l'agent est en mission pour son administration, même si effectivement il est survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, c'est-à-dire pour un acte qui n'est pas a priori, je dirais complètement en lien avec l'activité administrative, mais même s'il est survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante. Et même s'il a lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels. Donc on voit qu'effectivement, le Conseil d'État est quand même assez large. Et donc, il faudra quand même faire attention lorsqu'effectivement, vous avez un agent qui est en mission et qui se plaint donc d'un accident. Il faudra regarder effectivement très en détail les pièces du dossier pour pouvoir apprécier l'imputabilité. Donc vous avez l'arrêt Guillot, qui est très important aussi, donc c'est un arrêt du 12 décembre 2014, qui nous dit qu'un accident, qui reprend un peu la logique de l'arrêt donc Quignot, qui nous dit qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice, à l'occasion donc de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service le caractère d'un accident de service. Il en va de même pour tout accident survenu alors que le fonctionnaire est en mission, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels. Donc ça, c'est très important. Il faut avoir donc cette définition à l'esprit donc de cet arrêt Guillot du 12 décembre 2014 qui définit effectivement assez précisément la notion d'accident survenu en dehors des lieux de service et qui reprend en même temps la définition classique de l'accident qui survient sur le lieu et dans le temps du service. C'est un arrêt auquel on se réfère régulièrement dans les tribunaux et dans les cours pour effectivement donc définir le régime juridique applicable. Bien, donc pour une application, je dirais, assez classique de cet arrêt Guillot, je vais peut-être vous parler un peu des circonstances de l'arrêt Guillot parce que c'est important. Donc, il ressort des pièces du dossier, donc notamment des certificats et rapports médicaux établis à la demande de Mme Guillot. Donc, le malaise dont a été victime Mme Guillot est intervenu alors qu'elle était en déplacement pour participer à la réunion du 13 décembre 2011 au ministère. Donc, elle dépendait du ministère, je crois, de l'Intérieur, si mes souvenirs sont exacts, au cours de laquelle elle a été informée de ce que sa candidature pour des fonctions auxquelles elle postulait n'était pas retenue et que, si ce malaise a pu être favorisé par une pathologie préexistante, donc on voit que cette dame avait déjà une pathologie qui pouvait effectivement être un facteur aggravant. Celle-ci s'inscrivait dans un état d'épuisement professionnel. Donc il y avait effectivement un état d'épuisement professionnel en parallèle avec une pathologie préexistante. En jugeant dans les circonstances de l'espèce que ce malaise n'était pas imputable au service, alors que le dossier qui lui était soumis ne faisait apparaître aucune circonstance particulière détachant cet événement du service, le TA, donc, a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Donc on voit bien que effectivement c'est très protecteur de l'agent. Il faut quand même effectivement faire très attention lorsque vous avez un accident qui survient sur le lieu et dans le temps du service ou dans l'exercice ou à l'occasion d'un exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal. Bien, donc maintenant nous allons passer au cas particulier des accidents cardiovasculaires. Alors, pour ce cas particulier, donc, on pourra se référer à l'arrêt Boucla du 3 juillet 2009, qui est classé en C,
Dans cet arrêt, le Conseil nous dit que donc il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le 6 mars 2003, M. Boucla, qui exerçait les fonctions de maître nageur à la piscine municipale de Live-Fives, a été victime d'un accident cardiaque qui a provoqué son décès alors qu'il pratiquait en piscine une démonstration de sauvetage. Donc ensuite le Conseil recite les dispositions, notamment qui concernaient d'abord la pension d'invalidité, puisque les régimes sont assez similaires. Et le Conseil nous dit que donc en l'espèce, après avoir relevé sans dénaturer les faits ni les pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise établi en 2004 par le docteur Dumortier, cardiologue, que M. Boucla avait été hospitalisé en 1998 à la suite d'un infarctus en lien avec le service, il conservait à sa sortie de l'hôpital des facteurs de risque importants, qu'un nouvel accident cardiaque lié à son état de santé était possible, que par ailleurs aucune contre-indication ne s'opposait à l'exercice de ses fonctions, et qu'enfin M. Boucla n'avait pas eu à exercer ses fonctions de maître nageur dans des conditions particulièrement pénibles, ni à fournir le jour de son décès un effort inhabituel. Donc le tribunal, nous dit le Conseil, a pu juger sans erreur de droit que l'accident cardiaque a entraîné le décès de M. Boucla, qui trouvait sa cause pour une part prépondérante, c'est très important, donc dans son état de santé, devait être regardé, alors même qu'il était survenu à l'occasion du service, comme étant sans lien avec celui-ci. Effectivement, le critère principal, c'est la part prépondérante, c'est-à-dire qu'il faut effectivement savoir si lorsque l'accident survient, l'accident cardiaque en l'occurrence, cet accident est lié de façon prépondérante au service ou éventuellement de façon prépondérante à un état préexistant qui donc ferait ressortir, je dirais, du service l'accident et donc permettrait de rejeter l'imputabilité. Nous avons donc également sur ce point un arrêt Madame Guerroir, donc du 9 juillet 2009, qui est donc aussi important puisqu'il reprend un peu le raisonnement de Bacloua, donc. Et donc il nous dit qu'effectivement dans ce cadre-là, si Madame Guerroir soutient que la crise cardiaque dont elle a été victime, son mari était dû au surmenage causé par des conditions de travail très lourdes, le dossier ne révèle aucun élément particulier permettant d'établir un lien direct entre l'exécution du service et l'accident. La circonstance que M. Vaquier, se trouvant seul dans sa chambre d'hôtel, n'aurait pu bénéficier des secours nécessaires ne peut, compte tenu des conditions ordinaires dans lesquelles s'est déroulée cette mission, faire regarder son décès comme imputable au service, que par ailleurs, si un avis donc, de la commission de réforme a estimé l'accident imputable au service, la position ainsi prise par cette commission ne s'imposait pas au ministre, et donc la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'était à tort que le ministre lui a refusé donc l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à la suite du décès de son mari. Donc voilà, retenez bien que ce qui est important, c'est le critère prépondérant donc, de l'accident cardiaque lié au service. Il y a d'autres arrêts qu'il faut avoir en tête, c'est notamment l'arrêt Marzaguil du 22 octobre 1986 jusqu'à l'arrêt donc Olivier de 2002, du 30 décembre 2002, numéro 220-909, qui donc reprennent ce raisonnement et qui donc ne font que décliner finalement le régime juridique qui a été donc mis en place par l'arrêt donc Guerroir et par les arrêts successifs. Bien, j'espère que tout va bien. Quelle heure est-il? 10h30, donc c'est bon, on est dans les purs. Donc parlons maintenant des cas particuliers des suicides. Alors pour ce cas particulier, nous avons un arrêt de principe qui est très important, qui est donc l'arrêt Galland 361-820, qui est classé en A du 16 juillet 2014, donc qui nous donne effectivement le cadre applicable lorsqu'on est saisi d'un cas très très douloureux, d'un suicide d'un agent dans le service. Alors l'arrêt Galland commence par effectivement rappeler qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions, d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente en l'absence, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de l'arrêt que je vous ai cité, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Donc là, le Conseil réaffirme effectivement la présomption donc d'imputabilité. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Donc là également aussi, lorsqu'un suicide ou une tentative intervient sur le lieu dans le temps du service, il y a une forme également de présomption. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Donc présomption dans un premier temps, lien direct, c'est-à-dire que le lien n'est pas contestable, puisqu'effectivement, par exemple, la personne peut avoir
peut avoir commis son acte malheureux, je dirais, donc en désignant ou en laissant une lettre, par exemple, en désignant clairement que ces conditions de travail ont été de nature à le rendre effectivement assez dépressif. Mais en tous les cas, donc, ce que nous dit le Conseil, il appartient dans tous les cas au juge administratif saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Alors, dans cet arrêt, ce qui est important, c'est que je vais retracer un petit peu les circonstances de l'espèce. Donc, c'était Madame André Galland, qui était fonctionnaire territoriale et qui avait tenté de se suicider le 28 avril 2009 sur son lieu de travail et pendant ses horaires de service. Le 13 mai 2009, elle a adressé à la commune de Floirac, son employeur, une déclaration d'accident de service. Après que l'expert désigné par la commission de réforme eut conclu à l'existence d'un lien unique, direct et incontestable entre l'événement du 28 avril 2009 et le service, cette commission a émis l'avis que la tentative de suicide était imputable au service. Toutefois, par un arrêté donc du 6 novembre 2009, le maire de Floirac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet événement. Et donc, Madame Galland s'est pourvue d'abord devant le TA, puis ensuite en appel, et ensuite devant le juge de cassation, pour faire annuler cet arrêté. Et donc, le Conseil nous dit que, dès lors, donc en mettant à la charge de la requérante la preuve de ce que sa tentative de suicide avait eu pour cause certaine, directe et déterminante, un état pathologique se rattachant lui-même directement au service, alors qu'il avait relevé, par un motif qui n'était pas remis en cause par le pourvoi, que la tentative de suicide avait eu lieu au temps et au lieu du service, et qu'il lui appartenait donc seulement d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si des circonstances particulières permettaient de regarder cet événement comme détachable du service, le TA a commis une erreur de droit. Donc par cet arrêt, effectivement, le Conseil réaffirme de façon claire la présomption d'imputabilité lorsqu'il le suicide ou la tentative a lieu sur le lieu et en temps pendant les horaires de travail. Et donc, effectivement, il n'y a pas, donc pour le TA, pour une cour d'appel, à plus forte raison, donc d'apprécier, donc, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a des circonstances particulières, donc, permettaient de regarder cet événement comme détachable. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a lieu donc d'appliquer la présomption, et si effectivement il n'y a pas d'éléments, donc comme le dit le Conseil, des circonstances qui permettent de regarder cet événement comme détachable du service, l'imputabilité est avérée. Voilà, donc retenez bien cet arrêt Galland donc de 2014, qui est effectivement qui est très important et qu'on applique assez régulièrement dans les cours et dans les tribunaux. Je cite pour mémoire donc un arrêt de la Cour de Bordeaux de 2018, donc 24 septembre 2018, par lequel, effectivement, une surveillante des services pénitentiaires a fait une tentative de suicide avec une arme de service, alors qu'elle se trouvait en faction au Mirador de la maison centrale. L'administration avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette tentative de suicide, et le Conseil d'État, dans cette décision, pose le principe, donc, selon lequel un suicide, comme je l'ai déjà dit, ou une tentative de suicide intervenue sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice à l'occasion du service par un fonctionnaire de ses fonctions, ou dans une activité donc, qui en constitue le prolongement normal, doit être regardé comme présentant, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance, donc le détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Donc vous voyez, c'est toujours le même considérant qui est repris, qui est issu donc de la jurisprudence donc, que je vous ai citée tout à l'heure, qui est la jurisprudence Guillot, et qui donc est, je dirais, le cadre juridique qu'il faut effectivement avoir bien intégré. Ensuite, donc, le Conseil nous dit qu'il appartient effectivement dans tous les cas donc au juge saisi d'une décision donc de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce, ce qui nous aide pas beaucoup, mais je dirais que c'est un peu notre travail quotidien. Et donc là, dans ce cadre-là, si le ministre fait valoir qu'il existait de telles circonstances particulières étrangères au service détachant la tentative de suicide du service, ces circonstances qui tenaient à un conflit personnel avec une collègue, donc il ressort des pièces du dossier que la surveillante a été victime de 2 agressions successives de cette collègue dans l'exercice de ses fonctions et a été fortement perturbée par le retour en activité de cette dernière à l'issue d'un congé de maladie. Et donc dans ce cadre-là, vous verrez que l'imputabilité au service est admise, puisqu'effectivement, cette dame avait eu des altercations antérieures avec une collègue, et donc le fait même qu'elle revienne en service, ce qui a pu créer donc l'acte, la tentative, heureusement, je crois qu'il n'a pas eu donné de suite de la personne en question, est donc bien imputable au service selon le Conseil. Bien, donc voilà, j'espère que vous avez bien en tête maintenant ce régime juridique, enfin je dirais plus, qui est assez bien maintenant clair au niveau du Conseil et des cours,
concernant donc les accidents survenus en temps et en lieu du service, hors du service, les accidents cardiovasculaires et les tentatives et les suicides. Nous allons parler maintenant de la notion d'accident de trajet. Donc l'accident de trajet, effectivement, ça correspond traditionnellement à deux grandes séries de cas, à laquelle est récemment venue s'en ajouter une troisième. Donc la première série de cas qui nous occupe, donc, c'est l'accident qui est survenu sur l'itinéraire normal entre le lieu de travail et le domicile. Donc, bien évidemment, chacun d'entre vous, comme beaucoup de personnes, effectivement, nous devons effectivement soit prendre effectivement un moyen de transport, donc pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail, sauf effectivement comme aujourd'hui, ou pendant la pandémie, où nous étions tous je dirais, en télétravail. Bien. Donc, dans ce cas particulier, pour ce qui concerne l'accident qui survient sur l'itinéraire normal entre lieu de travail et domicile, c'est la jurisprudence donc Demonaz donc de 83 qui pose le cadre. Cette jurisprudence donc nous dit notamment qu'il ressort des pièces du dossier que le 22 août 77 vers 7h40, Madame Demonaz, qui se rendait de son domicile à son lieu de travail, le collège d'enseignement secondaire de Modane, par son itinéraire habituel, a été renversée par une automobile au moment où, sortant d'un bureau de tabac où elle avait acheté des journaux, elle traversait la rue pour regagner sa voiture. Eu égard aux circonstances dans lesquelles il s'est produit, cet accident doit être regardé comme survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions d'intéressé au sens des dispositions donc susrappelées, c'est-à-dire de l'article en l'occurrence 34 que je vous ai cité. Donc on voit bien effectivement que ce qui est important, c'est dans un premier temps, ça a été l'itinéraire habituel, c'est-à-dire que lorsque l'agent a un accident sur son itinéraire habituel, donc il y a lieu de reconnaître comme cet accident imputable, cet accident de trajet. Ensuite, plusieurs arrêts en sont venus effectivement préciser ce qu'on entendait par itinéraire normal. Donc il y a un arrêt forestier de 87, du 27 mai 87, donc qui nous dit que il ressort des pièces du dossier que le 28 février 84, à 18h30, Mlle Forestier, qui se rendait de son lieu de travail à son domicile, par son itinéraire habituel, a interrompu son trajet dans la crainte d'un malaise afin de prendre une consommation. Elle a fait une chute à l'entrée de l'établissement où elle pénétrait à cet effet, provoquée par une dénivellation du seuil de ce dernier. Eu égard à ces circonstances, cet accident survenu pendant l'interruption du trajet n'a pas le caractère d'un accident survenu dans l'exercice à l'occasion des fonctions au sens des dispositions législatives dont je vous ai cité. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'agent donc interrompt son trajet pour prendre, je ne sais pas, pour n'importe quel prétexte, je dirais, qui n'est pas en lien avec le travail, effectivement, à ce moment-là, on sort du cadre général, c'est-à-dire de l'itinéraire normal, et donc on peut effectivement se voir rejeter l'imputabilité. Alors, il faut aussi replacer cet arrêt dans un contexte qui est effectivement des arrêts qui sont ultérieurs, enfin un qui est antérieur et un autre qui est ultérieur. Donc, il y a eu l'arrêt Messager qui est intervenu, donc l'arrêt Messager de 85, qui était un peu antérieur, mais qui reprenait un peu ce raisonnement, qui nous dit que donc Madame Messager, agent au centre principal d'exploitation des télécommunications d'Angers, était victime le 22 avril 80 à la Chapelle-sur-Oudon, dans l'enceinte de sa propriété, donc d'un accident de service. Alors ensuite, le conseil nous dit, par suite, alors même que Madame Messager aurait fait une chute en sortant de sa voiture, qui lui avait servi à regagner son domicile dès l'achèvement de sa journée de travail, cet accident ne peut être regardé comme s'étant produit sur le trajet de son lieu de travail à son domicile, qui s'achevait lors du franchissement du seuil de sa propriété. Donc effectivement, le conseil nous dit que, là c'est assez précis, donc Madame Messager sortait, donc elle avait fait une chute en sortant de sa voiture, qui lui avait servi à regagner son domicile, dès l'achèvement de sa journée de travail, et le conseil nous dit, à partir du moment où donc on comprend bien qu'elle avait passé, en fait, pour le conseil, le franchissement du seuil de sa propriété, ça concernait, je dirais, son portail, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, le seuil de sa propriété, c'est son portail. Donc, à partir du moment où elle a rentré sa voiture dans sa propriété, qu'elle est sortie de sa voiture, qu'elle a chuté, qu'elle s'est fait mal, le conseil nous dit que ce n'est plus, donc sur le trajet de lieu de travail à son domicile. Donc, je vous conseille, mesdames et messieurs, si vous avez un accident, de tomber ou de vous faire mal
avant de franchir votre portail, je dirais, de propriété, de manière à effectivement pouvoir effectivement faire reconnaître cet accident de trajet comme un accident imputable. Bien. Plaisanterie à part, donc il y a la récipion donc, du 10 mai 95, qui donc recadre les choses, enfin, qui reprend un peu ce raisonnement-là, mais qui nous dit: il ressort des pièces du dossier que le 9 mars 82, M. Supion, agent technique des postes et télécommunications, a été victime d'un accident de la circulation, alors que, bénéficiant d'un congé de longue durée, il revenait à son domicile par un trajet normal. Une visite médicale de contrôle à laquelle, à la demande de son administration, il avait été convoqué par la direction des affaires sanitaires et sociales du département. Survenu dans ces circonstances, l'accident dont il s'agit doit être regardé comme imputable au service. Donc on comprend bien la logique, c'est-à-dire qu'effectivement, ce monsieur n'était ni en temps libre ni en congé, il était en congé de longue durée, bien sûr, mais il revenait à son domicile par un trajet donc normal, d'une visite médicale de contrôle à laquelle donc il avait je dirais, il avait donc soumis, il avait été voir le docteur à la demande de son administration, donc à ce moment-là. Donc on voit bien que là, il est toujours dans un rapport, je dirais, quasi matériel avec le service, c'est-à-dire qu'il est même en état de congé de longue durée, à partir du moment où il s'inscrit dans un contexte où il diligente à une visite médicale qui est donc prescrite par son administration, et bien effectivement, on retombe dans le contexte où c'est un lien avec le service qui est avéré. Bien, donc voilà pour l'accident de trajet, je dirais rapidement, parce qu'effectivement, malheureusement, on ne pourra pas aller plus en détail sur cette notion qui mériterait effectivement plus de développement, mais j'espère que vous avez globalement, je dirais, les notions principales, l'itinéraire normal, l'interruption de trajet, comment on perçoit effectivement l'itinéraire normal. Donc ensuite, passons maintenant à l'accident correspondant à un détour lié aux nécessités de la vie courante en relation avec l'exercice des fonctions par rapport à l'itinéraire normal. Donc on voit bien que un agent peut effectivement avoir un accident lorsqu'il fait un détour en relation avec la vie courante ou avec l'exercice des fonctions, mais ce n'est pas l'itinéraire normal. Bien. Donc là, on a plusieurs arrêts, effectivement, enfin notamment deux en particulier. Il y a un arrêt cloître de 95, donc, qui nous dit que l'accident de la circulation dont a été victime Madame Cloître, contrôleur des douanes le 18 juin 87 et qui a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 13%, est survenu alors qu'après avoir quitté son lieu de travail, l'intéressé allait chercher son enfant chez une nourrice, domiciliée dans le même village qu'elle, avant de regagner son propre domicile. Ce léger détour n'était pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante. Par suite, alors même que le domicile de la nourrice se trouvait par rapport à l'itinéraire normal entre le lieu de travail de Madame Cloître et son propre domicile, environ 200 mètres au-delà de l'embranchement du chemin de desserte conduisant à son domicile de Madame Cloître, ce dépassement n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, donc fait perdre à l'accident son caractère d'accident de service au sens des dispositions donc, de la loi 84. Donc on voit bien par cet arrêt que le Conseil nous dit que lorsque il y a un léger détour qui n'est pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, c'est-à-dire, là en l'occurrence, c'était chercher son enfant chez une nourrice qui est domiciliée dans le même village avant de regagner son propre domicile, le Conseil nous dit qu'effectivement, ce dépassement n'est pas étranger au service. Donc là, on voit effectivement qu'il y a une notion, je dirais, assez protectrice, c'est-à-dire que le Conseil accepte donc que l'agent puisse se détourner de façon, je dirais, alors bien évidemment, il ne faut pas qu'il fasse un détour de 10 km, qu'il fasse effectivement des choses complètement, je dirais, sans rapport avec le service, mais à partir du moment où c'est un détour qui n'est pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, donc cette notion qui est un peu difficile à manier, mais qui est en l'état des choses et la notion qui est utilisée par le Conseil, donc les nécessités essentielles de la vie courante, quand ce n'est pas étranger à ces nécessités, que c'est un détour qui est raisonnable à ce moment-là, il y a donc une imputabilité au service de l'accident de trajet en question. Donc il y a l'arrêt Madame Camus qu'il faut avoir en tête aussi, c'est un arrêt du 10 février 2006. Donc le 28 juillet 1999, Madame Camus qui se rendait de son domicile à son lieu de travail par son itinéraire habituel, a interrompu son trajet pour aller déposer sa fille à la crèche. Ça concerne beaucoup de personnes. Si ce détour n'était pas étranger aux nécessités de la vie courante,
l'accident dont elle a été victime à l'intérieur du bâtiment de la crèche n'a pas le caractère d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions au sens dispositions législatives précitées. Donc là, le Conseil prend effectivement le contre-pied de Cloître. Hein. On voit bien que la jurisprudence n'est pas fondamentalement, je dirais, définie strictement, je dirais. Il faut apprécier au vu de chaque circonstance de l'espèce. Donc, les nécessités essentielles de la vie courante, ça peut effectivement donc recouper notamment le cas de cette dame qui allait chercher donc sa fille chez sa nourrice, mais ça ne recouvre pas donc le dépôt de sa fille à la crèche. Donc on voit qu'il y a une forme de contradiction, on ne comprend pas bien comment le Conseil effectivement a pu juger quasiment tout et son contraire à 10 ans d'écart, mais c'est actuellement effectivement le cadre juridique qui est donc en l'état, et donc il nous revient globalement, je dirais, dans le cadre de notre appréciation en tant que juge de plein contentieux, juge normal, je dirais contrôle normal, pardon, donc il nous revient effectivement de se déterminer sur le fait de savoir si ce détour n'est pas étranger aux nécessités de la vie courante, avec donc des nuances qui peuvent effectivement intervenir ici ou là en fonction des circonstances de l'accident. Bien. Alors ensuite, nous allons parler de l'accident qui correspond à un détour par rapport à l'itinéraire normal qui est involontaire, parce qu'effectivement, le cas que je vous ai cité, pour le déposer sa fille à la crèche ou donc aller déposer sa fille ou aller donc reprendre son enfant chez la nourrice, ce sont des détours qui sont liés à, je dirais, qui sont volontaires, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une logique où on va chercher sa fille, en l'occurrence, dans ce cadre-là. Mais il peut y avoir des détours qui peuvent correspondre donc à un itinéraire normal involontaire. C'est-à-dire que, comme dirait l'autre, à l'insu de son plein gré, on s'écarte de son itinéraire normal et on a accident. Donc là, c'est plutôt la référent donc, du 4 juillet 2001 qui nous donne effectivement le raisonnement à tenir. Cet arrêt nous dit qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que le lieu de l'accident ayant entraîné le décès instantané de M. Ferrand, donc le 20 janvier 92 vers 9h25, se trouvait dans la direction opposée au trajet le plus direct que devait emprunter l'intéressé, professeur dans un lycée de Chinon, pour se rendre dans cette ville où son cours débutait à 10h. Pour reconnaître à cet accident le caractère d'accident de service, la Cour s'est fondée sur ce que, ce lieu étant isolé et situé à 1 kilomètre de son parcours habituel, était vraisemblable que M. Ferrand avait dû, en raison de son état de fatigue, suivre par inadvertance l'itinéraire qu'il empruntait quelques années auparavant pour se rendre au lycée, où il enseignait, alors se rendant compte de son erreur, rebrousser chemin. En statuant ainsi, la Cour, qui n'a pas relevé que la présence de M. Ferrand en dehors de son itinéraire normal fut liée aux nécessités de la vie courante en relation avec l'exercice de ses fonctions, a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Donc là, effectivement, le Conseil nous dit que le juge, et en l'occurrence l'administration, lorsqu'elle s'interroge de savoir si cet accident donc, qui intervient donc, dans le cadre d'un détour qui n'est pas lié à l'itinéraire normal et qui serait involontaire, donc il y a toujours lieu de s'interroger sur le fait de savoir si nous sommes toujours sur sur donc les raisons pour lesquelles, en l'occurrence, l'agent se détourne de son itinéraire normal. C'est-à-dire que si c'est un motif impérieux qui est lié donc notamment aux nécessités de la vie courante ou qui est en relation avec ses fonctions, c'est-à-dire qu'il peut y avoir en l'occurrence des problématiques, par exemple, je ne sais pas, c'est difficile de donner des exemples, mais si vous avez quelqu'un qui se retrouve donc dans une voie embouchonnée, qui décide de faire un détour parce qu'effectivement pour aller à son lieu de travail, mais parce qu'effectivement il y a l'impossibilité du fait d'un bouchon, en l'occurrence, de pouvoir avancer de façon correcte dans ce cadre-là, on est toujours sur l'itinéraire normal. Donc le détour involontaire s'inscrit dans le chemin, dans le trajet normal. Donc le Conseil nous dit qu'il y a donc une relation directe avec l'exercice des fonctions. Il en conclut l'imputabilité. Alors nous avons ensuite un arrêt 2010 de Madame Oculi, 29 janvier 2010, qui nous dit donc dans cet arrêt que, considérant que pour décider que l'accident à l'origine du décès de M. Oculi ne revêtait pas le caractère d'un accident de service, le tribunal administratif a relevé que la gare de Laineville, située sur la ligne de chemin de fer en direction d'Amiens,
après celle de Creil, où l'intéressé changeait habituellement de train pour en prendre un autre en direction de Compiègne jusqu'à la gare de Villiers-Saint-Paul, commune où il résidait, se trouvait en dehors de l'itinéraire normal de la victime. Et qu'en tout état de cause, ce détour, alors même que, comme le soutient la requérante, M. Ocully se serait endormi dans le train et réveillé à Laigneville, n'était ni lié aux nécessités de la vie courante, ni en relation avec l'exercice des fonctions de M. Ocully. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'écart de trajet donc, effectué par M. Ocully avait, comme cela, été soutenu un caractère involontaire, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit. Donc il faut qu'effectivement, la Cour, et en l'occurrence, ce trajet ne soit pas, donc, si le détour est involontaire et qu'il est lié aux nécessités de la vie courante en relation avec l'exercice des fonctions, à ce moment-là, il y a une nécessité, effectivement, de considérer que donc M. Ocully, en l'occurrence, était dans le cadre de son travail quotidien, travail régulier. Bien, donc ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ce que nous dit le Conseil dans cet arrêt, c'est que l'accident est survenu sur la ligne de chemin de fer qu'empruntait habituellement M. Ocully pour se rendre de son lieu de travail à son domicile, dans une gare qui est située juste après celle où il devait prendre une correspondance. Et il résultait de l'instruction que cet écart par rapport au trajet habituel de l'intéressé était dû à l'assoupissement de ce dernier et ne traduit aucune intention de sa part de ne pas rejoindre directement son domicile dans un délai habituel. Donc on voit bien que là aussi, c'est les circonstances dans lesquelles le détour intervient, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où l'écart n'est pas lié, non, en l'occurrence, là, était lié à un assoupissement et ne traduit aucune intention de sa part de ne pas rejoindre directement son domicile, on peut considérer, le Conseil considère que c'est pas intentionnel et donc élargit, la notion d'imputabilité à ce détour, qui n'est pas lié à la volonté, délibérée donc de l'agent mis en cause et qui donc permet de considérer qu'il y a une imputabilité. Donc, voilà où en est le régime juridique sur les accidents de trajet. Je viens d'en faire un peu le tour. Je vais peut-être vous citer un dernier arrêt qui est important, qui est un arrêt donc Perrache de 2013 en B. Il est fiché au Lebon et le fichage nous dit qu'un agent public rentrant de son lieu de travail à son domicile qui, voyant sa voiture heurtée par un véhicule dont le conducteur refuse de s'arrêter, ce sont des circonstances qui peuvent arriver assez régulièrement, poursuit ce véhicule. Donc là, c'est moins courant, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit qu'un agent a été heurté par un véhicule, il poursuit le véhicule, l'obligeant par une manœuvre à s'arrêter, puis est blessé par le véhicule au cours de l'altercation qui s'ensuit. Dans de telles circonstances, le comportement délibéré de l'agent public fait obstacle à la qualification d'accident de service. On comprend bien que là, monsieur, en l'occurrence Perrache, qui avait décidé de se faire justice à lui-même, il se retrouve dans des circonstances où on ne peut pas considérer que ces circonstances rentrent dans le cadre normal de son service, puisqu'il a considéré qu'il fallait effectivement poursuivre l'individu et donc le mettre devant ses responsabilités. Bien. Voilà, donc bien garder en tête cette notion d'itinéraire normal et de détour qui ne serait pas involontaire et qui serait toujours lié au service. Pour parler maintenant, quelle heure est-il ? 48. De parler de la notion de rechute. Donc peut-être juste un point, je vais juste faire une petite pause à 11 heures, histoire d'aller m'éclaircir la gorge et d'aller boire un petit verre d'eau. Ça prendra 5 minutes et on reprendra dans la foulée. Je terminerai donc à l'issue de la première partie, si je ne me trompe pas, en essayant d'aller un peu plus vite parce que je traîne un petit peu. J'ai craint qu'on n'ait pas le temps de tout voir, malheureusement. Bien, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu, si tant est que je vais déjà assez vite. J'espère que c'est pas trop confus pour vous. De toute façon, comme je l'ai dit à Madame Amiot, je mettrai mon support avec tous les arrêts que je cite sur le site. Vous pourrez les récupérer et donc vous faire ensuite, en relisant à tête reposée, vous avoir une vision beaucoup plus, claire, plus rigoureuse parfois du régime juridique qui est applicable. Alors, on va parler maintenant de la notion de rechute. Cette notion revient régulièrement dans les arrêts que nous avons à traiter, effectivement, parce que, effectivement, des agents qui peuvent avoir un accident qui a été reconnu imputable au service, même lorsque l'état de l'agent a été consolidé, reviennent dans leur administration pour demander, effectivement, ensuite,
faisant valoir donc une rechute de leur accident initial en disant donc j'ai fait une rechute et donc je demande donc à continuer à bénéficier du régime juridique donc de l'imputabilité au service de ma rechute. Bien. Alors sur la rechute, nous avons un arrêt qui est important, qui est du 3 mai 2006, donc ministre de la Défense contre M. Guérineau, donc qui nous dit que dans cet arrêt, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Guérineau, qui était adjoint administratif en fonction à l'école d'application de l'armée blindée cavalerie, a été victime le 13 janvier 1997 à la suite d'une chute sur le sol verglacé d'une fracture du coccyx. Cet accident a été reconnu imputable au service. Un premier arrêt de travail, donc intervenu du 13 janvier 2007, du 13 janvier au 17 février 1997 à la suite de l'accident, puis un second arrêt, donc consécutif à la manifestation de douleurs coccygiennes, ont été pris en charge à ce titre par l'administration. Si le ministre de la Défense soutient que le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en étendant par analogie aux arrêts antérieurs le bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux arrêts de travail de M. Guérineau survenus à compter du 12 octobre 1999, alors qu'il n'existait pas après la consolidation de ton état de santé constaté au 23 septembre 1999 de faits médicaux nouveaux permettant d'identifier comme une rechute l'apparition de nouvelles douleurs, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inversé la charge de la preuve en se limitant à vérifier l'imputabilité de l'accident initial de l'épisode douloureux dont M. Guérineau a été l'objet à partir du 12 octobre 1999. Donc ça, c'était, je dirais, la jurisprudence traditionnelle qui a légèrement évolué, je dirais, par la suite. À noter donc que M. Casas, Didier Casas, qui était commissaire du gouvernement dans cette affaire, nous précise un peu plus ce qu'on entend par rechute. Il faut bien comprendre que la rechute, d'après ce que nous dit M. Casas, donc, la rechute ne se comprend que s'il y a, après la consolidation de l'état de santé, une aggravation de cet état. À l'inverse, on ne considérera pas qu'il y a une rechute si les troubles dont se plaignent l'intéressé sont la simple manifestation de séquelles de l'accident. Donc il faut une aggravation de l'état initial, postérieure à la consolidation. Pour bien insister sur le fait que la rechute se caractérise par rapport à l'état consolidé par une dégradation de la situation médicale. Donc effectivement, il faut que, une fois que l'état est consolidé, l'agent ait une dégradation qui soit liée donc à son accident initial et qui est donc, quel que soit donc, je dirais, c'est-à-dire que la notion de rechute ici, ce qui est important, c'est de savoir que c'est une notion qui en fait a peu d'incidence. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est toujours de savoir si il y a un lien de causalité direct, certain et déterminant avec l'accident initial, même s'il y a une consolidation entre, je dirais, le moment où l'agent redemande effectivement la reconnaissance d'imputabilité et l'accident initial. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il peut y avoir une rechute, une consolidation, il peut y avoir ensuite une demande d'imputabilité au service d'une rechute, et donc à partir de là, c'est au vu du lien de causalité direct et certain et déterminant entre cette rechute et l'état initial qu'on se détermine. Et on ne peut pas lui opposer, je dirais, le fait que son état était consolidé après son accident. J'espère que c'est clair, parce que ça, c'est très important. Souvent, les administrations commettent cette erreur de considérer, à partir du moment où l'état est consolidé, il n'y a plus lieu de considérer qu'effectivement, monsieur est dans un état, donc, que l'état de santé de l'agent, donc, se caractérise par une imputabilité au service. Pour la fonction publique territoriale, il y a juste un petit point particulier. Donc, lorsqu'un fonctionnaire victime d'un accident de service subit une rechute alors qu'il n'est plus employé dans la même collectivité, c'est important parce que il y a plus de mobilité dans la fonction publique territoriale, enfin jusqu'à peu de temps, mais en tout cas ça reste encore vrai dans la fonction publique territoriale. Son nouvel employeur peut se retourner vers la collectivité initiale pour obtenir le remboursement des dépenses qu'il a été amené à engager du fait de cette rechute. Ça, c'est important. Donc effectivement, la collectivité, ce que nous dit le Conseil donc, dans cet arrêt commune de Roissy-en-Brie en B de 2011, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. Donc on voit bien que c'est la date de l'accident initial qui est le plus important, c'est-à-dire que si l'agent a un accident, éventuellement n'importe lequel, ensuite consolidation, ensuite ce monsieur demande une mutation dans une autre collectivité, il y a une rechute liée à son accident initial,
À ce moment-là, ben, la collectivité qui est responsable financièrement de cette rechute et qui doit prendre en charge les frais de maladie et autres de cette rechute, c'est la collectivité initiale. Ce n'est pas effectivement la collectivité pour laquelle l'agent, donc, je dirais, dans laquelle l'agent a été muté. C'est ce qui est important à avoir en tête, c'est-à-dire que là-dessus, la collectivité première garde finalement, je dirais, tous ces accidentés du travail, même si effectivement ces accidentés ont pu changer de poste et de fonction. Il faut bien avoir ça en tête. Bien. Nous allons parler maintenant donc voilà, nous allons parler maintenant d'une conséquence de la faute de la victime. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cas d'un accident de trajet ou d'un accident du travail, il peut y avoir des agissements fautifs de la victime qui peut effectivement lui-même, je dirais, participer à son propre accident. Je dirais qu'il peut être responsable au moins en partie de cet accident. Alors, ce qu'il faut bien avoir effectivement en tête là également, c'est que pour être reconnu comme accident de service, l'accident ne doit pas être imputable à une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions de l'agent. Donc le critère, c'est effectivement le fait que si l'agent commet une faute personnelle qui est détachable de l'exercice des fonctions, eh bien, il n'y a plus d'imputabilité. Donc pour illustrer ce point, je vais vous citer donc un arrêt du Conseil donc, de 95, du 3 mai 95, ministre de l'Éducation nationale, numéro 110-503, qui est classé en B, et donc qui nous dit que il ressort des pièces du dossier que l'accident dont mademoiselle Brémond, madame Joséphine et monsieur Quito ont été victimes, parce que là ils étaient plusieurs en cause, le 21 mars 86 est survenu au sein de l'établissement où ceux-ci exerçaient les fonctions d'instituteurs et pendant la durée de leur service, à l'heure de la pause réglementaire pendant laquelle le personnel enseignant non affecté à la surveillance des élèves a la possibilité de se restaurer. La circonstance que, pour faire chauffer du café, les intéressés aient utilisé, à l'insu de la directrice de l'école, la gazinière, qui a été à l'origine de la déflagration, plutôt que la cafetière prévue à cet effet, ne suffit pas à établir que l'accident n'est pas survenu dans l'exercice à l'occasion d'exercice de leurs fonctions. Donc on voit bien que là, en l'occurrence, les agents avaient utilisé une gazinière plutôt que là, le matériel qui était à disposition pour faire réchauffer leur café, que donc, visiblement, ça s'est très mal passé. Bien. Le Conseil nous dit à supposer même que cet accident soit partiellement ou entièrement imputable à une faute, ce qui était le cas, puisqu'ils n'ont pas respecté les préconisations, donc en l'occurrence d'utiliser le matériel qui était mis à leur disposition. Il doit dans ces circonstances être regardé comme présentant le caractère d'un accident de service au sens des dispositions donc susmentionnées. Donc là, on voit bien que le Conseil est assez large, c'est-à-dire qu'il considère qu'à partir du moment où même il utilise un matériel qui n'est pas donc préconisé et que ça s'inscrit dans le cadre donc des fonctions, plus ou moins en tout cas dans la pause réglementaire pendant laquelle le personnel donc a la possibilité de se restaurer, donc à ce moment-là, le Conseil considère que le lien de causalité est avéré. Je vais vous citer également un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, qui est intéressant, qui est donc un arrêt de 2003 du ministre de l'Équipement, donc il nous dit que le 28 mai, donc M. Cagliari, agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'État, qui s'était vu signifier une reprise de service à la direction départementale de l'équipement de Haute-Corse après 3 ans de congé pour maladie, s'est blessé en service en tombant d'un arbre qu'il aurait tenté d'élaguer. Il n'est pas contesté qu'un intéressé était chargé du seul débroussaillage des accotements et fossés situés aux abords de la RD 116 et muni uniquement du matériel nécessaire à cette tâche. Donc on voit que la personne en question avait pris de sa propre initiative d'aller élaguer un arbre alors même qu'il était chargé du seul débroussaillage des accotements donc de la RD 116. L'accident s'est produit alors que M. Caligari était occupé à une tâche non conforme aux instructions de travail données par son supérieur hiérarchique et hors du périmètre qui lui avait été désigné. Si M. Caligari soutient sans autre précision avoir agi dans l'intérêt des usagers de la voirie, la nécessité d'une telle intervention en urgence sans respect des règles techniques et juridiques appliquées en pareil cas ne ressort aucunement des pièces du dossier.
Ainsi, l'accident en cause, bien que survenu durant le service, doit, dans les circonstances de l'espèce, toujours important, effectivement, être regardé comme étant directement imputable à un fait personnel de l'agent. Donc là, on voit que dans cet exemple contraire, que à partir du moment où cet agent s'est trop éloigné, je dirais, des directives qui lui ont été données, c'est-à-dire, en l'occurrence, simplement procéder à un débroussaillage des accotements et des fossés situés aux abords de la RD 116, et qu'il a pris de sa propre initiative d'aller donc faire de l'élagage sur un arbre proche, j'imagine, de la RD 116, mais qu'il n'avait pas lieu de faire, l'accident donc n'est pas regardé comme imputable parce qu'effectivement il est allé au-delà, je dirais, de quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant acceptable si on considérait que, comme par exemple l'exemple que je vous ai cité, c'est-à-dire un agent qui, pendant sa pause réglementaire, se sert d'un matériel à café qui n'avait pas été préconisé et pour lequel il a un accident dans la foulée. Donc on voit bien que c'est toujours compliqué à gérer cette notion, je dirais, de lien avec le service, c'est-à-dire il faut effectivement toujours bien peser le pour et le contre, de savoir si on est dans, bon an mal an, dans le temps de service, je dirais, considéré comme étant normal, s'il y a pas, même s'il y a effectivement un écart, si c'est pas excessif par rapport à ce qu'on pourrait entendre, je dirais, dans un contexte professionnel classique, et si par contre on peut être complètement, je dirais, en dehors des clous, comme effectivement le cas de M. Cagliari lorsqu'il a élagué l'arbre en question. Bien, en conclusion sur cette première partie, je voudrais dire que donc, ce qui est important, c'est que dès lors, il faut bien retenir ça, c'est qu'un accident qui est survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière, donc, le caractère d'un accident de service. Donc ça, c'est le cadre général, et c'est important d'avoir en tête, c'est l'arrêt Bouzigon et l'arrêt Galland que j'ai cité tout à l'heure. La qualification d'accident de service peut être écartée, donc si on est dans ce cadre, déjà, il faut effectivement savoir que l'accident est présumé, mais la qualification d'accident de service peut être écartée, mais seulement s'il est clairement établi que l'accident est imputable à une autre cause, extérieure au service, et donc, par exemple, un malaise cardiaque qui est survenu sur le lieu de travail, mais sans lien avec le service. Donc ça, il faut faire très attention avec l'appréciation de cela, parce qu'un malaise peut effectivement avoir un lien avec le service, à partir du moment où il y a... je dirais par exemple, nous avons à juger récemment à la Cour de Nantes de quelqu'un qui, effectivement, suite à un entretien professionnel, donc ça a eu un malaise, effectivement, avec donc s'est retrouvé à faire un évanouissement et donc à considérer que, alors même que l'administration donc soutenait que l'entretien professionnel s'était déroulé dans des conditions tout à fait normales, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'agressivité vis-à-vis de l'évaluateur, que tout s'était très bien passé, que la personne en elle-même était partie, je dirais, de l'entretien sans avoir de séquelles, enfin, je veux dire, sans avoir de... Mais, en l'occurrence, le lien de causalité avec l'entretien était avéré, et effectivement, même si l'agent n'avait pas, je dirais, ne donnait pas l'impression d'avoir été traumatisé par son entretien, on sait bien que ça peut être compliqué, ben à ce moment-là, à partir du moment où s'il n'y a pas d'autres circonstances extérieures qui pourraient permettre de rattacher cet événement à une autre cause, et ben, dans le doute, on est obligé de considérer que c'est cet entretien qui a été l'élément déclencheur. Bien, donc j'ai terminé la première partie là alors j'essaierai d'aller un peu plus vite sur les parties successives. Bon là c'était la grosse partie parce que c'était important d'avoir d'avoir un peu des idées précises sur ces différentes notions qui se recoupent d'accident de service, d'accident de trajet, de rechute, et donc d'avoir les idées plutôt claires là-dessus. Nous allons passer maintenant donc aux procédures qui conduisent à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie. Juste une petite pause. Alors d'abord, on va peut-être regarder les questions qui peuvent se poser suite à cette première partie. Madame Amiot, peut-être que... Oui. On va regarder. Alors il y a 3 questions, enfin 2 qui sont similaires, qui concernent le sujet des frais médicaux en cas de rechute et de mobilité d'un agent. Qui prend en charge les frais de la rechute dans la fonction publique d'État ? Est-ce que c'est l'employeur d'origine ou le nouvel employeur ? C'est l'employeur d'origine. C'est un peu le même raisonnement que dans la fonction publique territoriale. C'est-à-dire que même si l'agent, effectivement, donc a demandé une mutation, puisque là on est dans une mutation dans une autre administration, à ce moment-là, c'est toujours l'administration d'origine lorsque l'agent a été, donc on est bien d'accord, lorsque le lien de causalité est avéré entre la rechute et l'accident initial. Si par contre c'est un nouvel accident, bien évidemment un nouvel accident qui occasionne donc des frais maladie et d'autres frais de prise en charge, à ce moment-là, bien évidemment, c'est la nouvelle administration
qui est responsable. Mais à partir du moment où je dirais, les frais se rattachent à l'accident initial, c'est l'administration d'origine, même en cas de mutation, qui est responsable et qui doit assumer ces frais. Ok, merci. Donc, vous nous direz, Angelina et Charlotte, si la réponse, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par rapport à cette première question que vous avez posée. Et on en a une seconde. Mais effectivement, vous dites souvent classé A, classé B. Et là, du coup, on a la question de savoir qu'est-ce que signifie ce classement. Oui, alors ce sont des classements qui sont propres au Conseil d'État, c'est-à-dire que plus le classement est haut, c'est-à-dire dans l'orthographe, c'est-à-dire A, c'est des arrêts, je dirais, qui sont les plus importants, jusqu'à C, qui sont effectivement des arrêts plus d'espèces, qui sont importants également, mais qui ont moins valeur, qui sont pas classés, notamment fichiers au Lebon. Donc, quand je dis A, B, C, c'est des degrés, je dirais, d'importance dans le cadre des arrêts du Conseil. Voilà. Très bien, merci. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vous invite, surtout comme je vous le mettais dans le chat, à bien poser vos questions puis les contextualiser pour qu'on puisse revenir comme on vient de le faire là. Donc, du coup, on se fait un petit break de quelques minutes. Pas longtemps, 5 minutes, le temps que je boive un petit verre et que voilà. Merci à tous, je reviens dans 5 minutes. Voilà, donc on se retrouve. Donc, coupez pas, on va laisser Webby, que je vais couper l'enregistrement, bien entendu. On se retrouve à 11h. Bien, donc je crois qu'on va reprendre, parce qu'on a pas mal de choses à voir. L'enregistrement. Puis je vois mettre en pause. Donc là, c'est reparti. Parti. Madame Amiot. Oui, c'est bon, tout est reparti. Vous pouvez y aller, monsieur. Bien, écoutez, donc on va continuer maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui sont donc les procédures qui conduisent à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cadre de la reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident, donc il intervient donc une commission de réforme qui est donc instituée par donc notamment, alors pour ce qui est de la fonction publique d'État par le décret du 16 mars 86, qui est relatif notamment à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme de la fonction publique d'État. Vous avez les mêmes dispositions, mais qui ne sont pas complètement identiques, qui figurent donc dans l'arrêté du 4 août 2004. Donc c'est les articles 3, 15, 16 et 17, qui est relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Donc ça, c'est effectivement les textes donc qu'il faut effectivement toujours avoir sur sa table de chevet lorsque effectivement on est en charge donc notamment de ces questions, c'est-à-dire que le décret de 86 et l'arrêté du 4 août 2004, qui donc prévoit notamment que, je vais les citer in extenso, que donc intervient donc l'intervention d'un comité, enfin une commission de réforme, qui donc se détermine sur le cas de savoir si effectivement il peut y avoir l'imputabilité au service. Donc ça c'est très important parce qu'effectivement la commission de réforme, telle que le dit donc l'article 19, ne peut délibérer valablement donc que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance. Un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. Alors, je ne vais peut-être pas le citer in extenso, mais vous verrez que notamment ce qui est important, c'est que le fonctionnaire, dans le cas de cette réforme, il est invité à prendre connaissance personnellement par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de 8 jours donc, doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme. Il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
Donc la commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire, donc devant elle-même, et celui-ci donc peut se faire accompagner d'une personne de son choix pour demander donc une personne qui soit entendue par la commission de réforme. Ensuite, donc, je crois que l'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande, et le secrétariat de la commission donc, est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête tout de suite, c'est que l'administration donc n'est pas liée par l'avis de la commission de réforme. C'est-à-dire que la commission de réforme rend un avis consultatif. C'est-à-dire qu'autant l'avis est obligatoire dans le sens où la consultation de la commission de réforme est obligatoire, autant l'avis de la commission de réforme ne lie pas l'administration. C'est très important d'avoir en tête cet élément-là parce qu'encore très récemment, nous avons eu à la Cour de Nantes un arrêt, notamment, qui est très récent d'ailleurs, sur le cas d'un agent qui donc avait été demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident et qui donc n'avait eu aucune décision expresse de son administration. C'est-à-dire qu'en fait, l'administration ne lui avait jamais répondu. Il s'était en fait vu notifier l'avis donc de la commission de réforme 2 ans après son accident, avis qui lui-même, sur l'avis, tenez-vous bien, il y avait donc les mentions des voies et des recours. Le TA donc avait considéré que cette décision n'était pas une décision, je dirais, qui fait grief, puisqu'il avait considéré, qui est assez logique, qu'effectivement cette décision était donc une décision qui préparait la décision qui devait normalement aurait dû venir ultérieurement, permettant effectivement de ne pas reconnaître l'imputabilité. Le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune décision qui était intervenue dans ce dossier, c'est-à-dire que ce pauvre monsieur n'avait eu effectivement que l'avis de la commission de réforme pour lui dire « Monsieur, votre accident n'est pas imputable au service ». Donc il avait finalement attaqué l'avis en disant « Voilà, écoutez, moi je suis désolé, mais j'ai eu que cet avis avec les voies et mentions des recours, et donc je considère que cet avis révèle une décision implicite de rejet de mon administration. » Et donc, effectivement, la Cour a fait droit à sa requête, c'est-à-dire qu'effectivement, dans des circonstances particulières comme celle-là, l'avis donc révèle une décision implicite de l'administration rejetant donc la demande d'imputabilité. Et ensuite, effectivement, puisque ce monsieur donc demandait également l'annulation de cette décision, il soutenait que, bien évidemment, l'administration s'était sentie liée par l'avis, puisqu'il n'y a pas eu de décision en tant que telle. Et là encore, il y a eu gain de cause, puisqu'effectivement, en se bornant à transmettre l'avis de la commission de réforme sans prendre lui-même position sur l'accident de service, en l'occurrence, l'administration s'est bornée donc donc elle a pris en compte cet avis, elle a considéré qu'elle était liée par l'avis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, l'administration peut tout à fait s'approprier l'avis. Elle peut considérer qu'elle est d'accord, ce qui arrive souvent. Mais quand elle considère qu'elle est d'accord, il faut se l'approprier. C'est-à-dire qu'il faut dire, au vu de l'avis de la commission de réforme, il faut une décision expresse déjà, et en disant, en vue de l'avis de la commission de réforme, compte tenu des circonstances de l'espèce, nous estimons qu'il n'y a pas de lien avec le service, et donc l'imputabilité est rejetée. Mais ça nécessite quand même, bien évidemment, une décision expresse de l'administration pour pouvoir dire, voilà, on s'approprie l'avis, et donc on est d'accord avec la commission de réforme. Bien. Donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que la commission de réforme ne lie pas l'administration. Je vais, pour illustrer cela, vous citer un arrêt, notamment un arrêt commune des Septem-les-Vallons, donc de 95, du Conseil, du 4 janvier 95. Donc cet arrêt nous dit que il résulte de ce qui précède que la commune de Septem-les-Vallons est fondée. Alors attendez, je vais reprendre. Oui. Voilà. Il résulte de ce qui précède que la commune de Septem-les-Vallons est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal s'est fondé pour annuler la décision du 15 janvier 90 par laquelle le maire a refusé d'imputer au service d'accident dont M. Ringlet a été victime le 3 octobre 89 sur le motif que l'administration aurait eu l'obligation de se conformer à l'avis exprimé par la commission de réforme constatant l'imputabilité de l'accident au service. Effectivement, le tribunal qui nous dit que l'administration aurait dû se conformer à l'avis alors même qu'il n'est pas tenu par l'avis, ça c'est complètement une erreur de droit flagrante.
L'administration donc méconnaît sa compétence et donc commet une erreur de droit si elle se croit à tort liée par l'avis émis par la commission de réforme. Donc au-delà de l'arrêt de la Cour d'appel de Nantes que je viens de citer, vous avez donc un arrêt de la Cour de Nancy, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, donc du 13 novembre 2003, qui a été jugé donc à propos de l'avis du comité médical, mais qui est entièrement transposable à l'avis de la commission de réforme. C'est souvent effectivement des avis qui s'interviennent dans le cadre de cette procédure. Donc il ressort des pièces du dossier que le président du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, en se contentant de notifier les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur à M. Pirastrou, a méconnu sa compétence en s'abstenant d'examiner et de porter une appréciation sur la situation de M. Pirastrou, tant dans la décision implicite née le 2 novembre 1997 du silence gardé à la demande, donc reçue le 2 juillet 1997 par le dit syndicat, que dans la décision expresse du 9 décembre 1997. C'est exactement le cas que je vous ai cité dans l'arrêt de la Cour de Nantes, où effectivement, donc, il a eu un avis du comité médical. Et en fait, l'administration s'est bornée donc à lui transmettre l'avis sans prendre position sur l'imputabilité. Donc ça, effectivement, il faut avoir en tête que on ne peut pas se décharger de sa responsabilité lorsqu'il y a une décision à prendre. L'autorité est tenue de se prononcer. Ensuite, il faut dire que dès lors qu'il ne lit pas l'administration, l'avis émis par la commission de réforme n'est pas un acte décisoire qui est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ça aussi, ça paraît logique. C'est-à-dire que la commission de réforme, elle a pour vocation première d'éclairer l'administration qui elle-même prendra la décision. Donc, si effectivement l'agent attaque l'avis de la commission de réforme alors même qu'une décision a été prise sur le fondement de cet avis, par lequel l'administration soit se conforme à l'avis, se l'approprie, ou considère au contraire, ça peut arriver qu'elle n'est pas d'accord avec la commission et qu'elle prend un avis qu'elle donc décide de façon contraire à l'avis, bien évidemment, cette requête est irrecevable parce qu'effectivement, l'avis de la commission, ce n'est pas un acte décisoire, sauf des cas très particuliers, donc, comme je viens de vous parler antérieurement, notamment lorsque l'administration donc, se borne à transmettre l'avis. Donc ça, je vais vous citer un arrêt Richard qui est important, effectivement, parce que donc, du 21 juin 1995, qui nous dit qu'à l'issue d'un congé pour accident de service, donc M. Richard, agent de salubrité au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération néo-castrienne, a été mis en demeure de reprendre son service par une lettre du président du syndicat en date du 2 octobre 1990, après que la commission de réforme, le 27 septembre 1990, émis l'avis qu'il était apte à l'exercice de ses fonctions. Ni l'avis de la commission de réforme, qui constitue un acte préparatoire, ni la lettre de mise en demeure n'ont le caractère de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Donc voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, l'avis, c'est un acte préparatoire à la décision qui doit intervenir ultérieurement et qui seul est donc l'acte qui doit être attaqué, je dirais, devant les tribunaux ou dans les cours pour pouvoir effectivement faire valoir l'imputabilité au service. C'est aussi vrai donc pour la lettre de mise en demeure, donc en l'occurrence à se présenter devant la commission de réforme si effectivement il y a une telle lettre qui est mise en œuvre. Donc il y a un moyen qui est souvent invoqué, qui est à l'encontre de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, c'est celui du tiré du vice de procédure et entacher la consultation de la commission de réforme. Donc effectivement, la commission de réforme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est donc le décret de 86 qui prévoit la composition de cette commission. Donc c'est l'arrêté du 4 août 2004 pour ce qui est de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale. Et donc cet article définit effectivement notamment les règles de composition. Et dans l'article 18 du décret du 16 mars 86, il est précisément expliqué que le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire, dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme, est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir sur le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous. Ensuite, donc, le médecin chargé de prévention peut participer effectivement à cette convention. Et vous avez dans cette commission, bien évidemment,
bon, qui est arrêté, je dirais, qui est réglementairement donc, prévu, vous avez les praticiens hospitaliers, enfin les praticiens, je dirais, médicaux, qui touchent spécifiquement donc à la pathologie de l'intéressé. Alors vous avez des compositions de commissions qui sont réglementairement arrêtées, pour lesquelles effectivement le préfet donc, désigne les différents participants. Enfin bon, c'est assez compliqué, je ne vais pas entrer dans le détail, notamment dans la composition de ces commissions, parce qu'il peut y avoir des moyens qui arguent notamment de la composition irrégulière de ces commissions. Donc pour le coup, il faut effectivement regarder si... Ce qui est important d'avoir en tête pour des gens qui ont à traiter cette question, c'est que souvent, lorsque des agents contestent la composition régulière de la commission, ils font valoir notamment le moyen selon lequel la commission de réforme ne comportait pas notamment de spécialistes de leur pathologie. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les cas notamment je dirais, de pathologies psychiatriques, c'est-à-dire de gens qui ont des pathologies de type dépression, burn-out, tout un tas de pathologies qui donc nécessiteraient notamment l'intervention d'un praticien spécialiste et pour lesquelles souvent les commissions de réforme sont composées de manière assez réglementaire et donc pour lesquelles ce spécialiste n'est pas présent. Alors, il faut savoir que dans ce cadre-là, vous avez des dispositions, c'est pour ça qu'il faut bien faire en sorte de bien différencier les choses. Vous avez donc des dispositions voisines, mais qui ne sont pas absolument identiques entre la fonction publique d'État et la fonction publique donc territoriale et la fonction publique hospitalière. Parce que si dans la fonction publique d'État, je dirais, la présence d'un spécialiste est quasiment obligatoire, c'est-à-dire que le texte le dit clairement dans la composition, pour la fonction publique donc territoriale et hospitalière, le texte, donc, qui est l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, nous dit « Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire passé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qui désigne, en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant n'appartenant pas à la même collectivité est désigné pour le cas où il serait examiné la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. » Cet article nous dit donc cette commission comprend 2 praticiens de médecine générale auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe au débat mais ne prend pas part au vote. C'est-à-dire qu'effectivement, dans cet article-là, la participation d'un praticien spécialiste n'est pas obligatoire. Mais je conseille effectivement fortement aux collectivités, lorsqu'ils sont soumis à des pathologies de type donc, psychiatrique, de solliciter malgré tout un spécialiste, parce qu'effectivement, ça peut être souvent, je dirais, un cas qui peut amener à l'annulation. C'est-à-dire que même si ce n'est pas obligatoire, il y a souvent de fortes, je dirais, de fortes circonstances, notamment dans les circonstances de l'accident ou du malaise, en l'occurrence de la personne, qui font dire qu'un spécialiste, ce serait très utile dans le cas de la commission de réforme. Même si, vous voyez bien, la composition normale de la commission de réforme ne comprend pas de spécialistes, notamment de la pathologie. Donc autant dans la fonction publique d'État, ce spécialiste, je dirais, est nommément désigné, et effectivement c'est obligatoire de prévoir sa présence, même si il n'a pas voix, donc s'il ne prend pas part au vote au moment du vote sur l'imputabilité. Autant sur la fonction publique hospitalière, oui, et territoriale, il y a une marge d'appréciation de l'autorité. Je dirais que cette marge d'appréciation, effectivement, elle existe. Donc l'administration n'est pas tenue, mais qu'elle est fortement encouragée, effectivement, quand même, à prévoir cette participation si le dossier de l'agent le nécessite. Voilà. Je vais vous citer un arrêt qui est important, qui est donc l'arrêt Rogozinski du Conseil de 2008, du 5 septembre 2008. Donc cet arrêt nous dit que il ressort des pièces du dossier qu'aucun spécialiste des maladies mentales n'était présent lors de la réunion de la commission de réforme du 10 décembre 2003, au cours de laquelle cette commission a examiné le cas de Mme Rogozinski. Donc là, on était effectivement dans le cadre de l'application de l'article du 14 mars 86, pour lequel, normalement, cette présence
est obligatoire. Que dans ces conditions, la consultation de la commission de réforme est entachée d'illégalité. Par suite, Mme Rogozinski est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le TA donc de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'Académie de Rennes du 19 janvier 2004. Donc on voit bien que là, c'est une illégalité donc, de ne pas prévoir de spécialistes donc, dans la composition de la commission de réforme. Voilà, donc c'est important. Alors je renvoie donc aux dispositions spécifiques de cet arrêté, de ces décrets pour voir la composition particulière, les modalités de nomination. Bon, ça c'est plus, je dirais, de la responsabilité préfectorale. Vous devez effectivement vous borner à saisir donc la commission de réforme dans les temps et les délais, en respectant les modalités notamment de convocation de l'agent, donc à la possibilité de notamment lui mentionner qu'il a droit à se faire assister par un défenseur de son choix, tous ces éléments qui font que notamment la procédure est régulière pour pouvoir ensuite faire valoir un avis rendu dans des conditions qui soient conformes. Et ensuite, bien évidemment, il faut notifier l'avis dans les conditions, dans les délais qui sont prévus, et surtout, pour l'administration, prendre position, c'est-à-dire décider, au vu de cet avis, si effectivement l'accident est imputable ou pas. Voilà, bien. Donc là, ce sont donc les procédures qui conduisent à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident, donc avec l'intervention de la commission de réforme. C'est très important à avoir en tête avec les conditions donc, dans lesquelles cette commission intervient. Nous allons passer maintenant à la troisième partie qui donc concerne les conséquences donc, de la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie. Donc une fois qu'effectivement l'administration a donc reconnu comme imputable au service un accident ou une maladie, il y a un certain nombre d'obligations notamment que l'administration est tenue de respecter. Bon, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant la durée de l'imputabilité, le régime applicable, donc, c'est donc l'article 34 de la loi du 11 janvier 84 et l'article 57 de la loi du 26 janvier 84 pour la FPH et pour la FPT. Donc la décision qui refuse le bénéfice du régime des accidents de service ou des maladies imputables, tout d'abord il faut avoir ça en tête, c'est important, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 janvier 79. Même si cette motivation n'a pas à être, je dirais, on n'a pas besoin effectivement d'en faire des tartines dans une décision qui motive effectivement la décision d'imputer ou de non-imputabilité. Mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas se borner, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc lui envoyer l'avis de commission de réforme, ou de dire, par exemple, dans des décisions, j'en ai vu, la commission de réforme a décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité, en conséquence, votre demande est rejetée. Vous voyez bien que ça, ce n'est pas une motivation qui est opérante. C'est-à-dire que par cette motivation, l'administration se borne à se référer à l'avis sans se l'approprier en disant, en gros, voilà, donc la commission de réforme a donné cet avis, j'y souscris, enfin je veux dire même pas j'y souscris, il dit, je la valise et je vous dis que ce n'est pas imputable. Non. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut une véritable motivation, c'est-à-dire que l'administration doit se prononcer sur la demande. Donc là, on a un arrêt de la Cour de Nantes, notamment du 28 juin 2002, qui précise notamment ce point. L'arrêt de Pied de Vache, donc du 28 juin 2002, donc il cite, et là c'était un agent de la fonction publique territoriale. Donc, les arrêtés contestés ont refusé à M. Pied de Vache le bénéfice des dispositions précitées, donc les dispositions de l'article 57. Les arrêtés contestés. Donc, ils doivent dès lors être regardés comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Ça, c'est effectivement les conditions qui sont prévues par notamment la loi de 79. Aujourd'hui, je précise quand même que ça, c'était des arrêts qui sont assez anciens, qui datent de 2002, mais aujourd'hui, ce n'est plus la loi de 79 qui s'applique. Il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, c'est le Code des relations entre les usagers et l'administration qui est applicable, qui reprend en grande partie, je dirais, les dispositions de la loi de 79, mais aujourd'hui, c'est l'obligation de motivation, c'est au vu donc des dispositions du Code des relations entre le public et l'administration. Bien.
Donc, considérant que l'article 3 de la loi du 11 janvier 79 donc, dispose la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Les arrêtés contestés ne comportent eux-mêmes l'énoncé d'aucun motif de fait. S'ils visent les avis rendus par la commission départementale de réforme, ils ne déclarent pas s'approprier ces avis, dont le texte n'est pas incorporé dans celui des dits arrêtés. Le visa de ces avis n'a pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi. La circonstance que M. Pied-de-Vache aurait reçu communication de son dossier ne dispensait pas l'administration de l'obligation de motiver ses décisions. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Pied-de-Vache est fondé à soutenir que les arrêtés donc, sont insuffisamment motivés à en demander l'annulation. Donc, illustration précise de ce que je viens de vous expliquer. La Cour ajoute que la circonstance que l'état de santé de l'intéressé soit consolidé ne suffit pas à mettre fin à l'application du régime de l'accident de service ou de la maladie imputable au service. Là, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la consolidation est sans incidence sur le lien de causalité avec l'accident initial. Et donc, cette circonstance que, donc, il n'y a pas de, je dirais que la consolidation ne suffit pas à mettre fin à l'application du régime de l'accident de service, a été affirmée clairement par un arrêt, donc, Lillo. Ça, c'est un arrêt très important qu'il faut avoir en tête, donc du 25 mars 2009. Donc là, le Conseil nous dit que il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Lillo, cadre de santé infirmier au centre hospitalier de Montfavet, a été victime le 29 novembre 2000 d'un accident qui a été reconnu imputable au service et que son état de santé l'a empêché d'exercer ses fonctions depuis cette date jusqu'à celle du 7 octobre 2005 à laquelle il a été mis à la retraite pour invalidité. Le centre hospitalier a toutefois, par des décisions des 28 décembre 2004, 23 mars 2005 et 31 août 2005, et par article 1er d'une décision du 23 décembre 2005, refusé de reconnaître que l'état de santé de M. Lillo était imputable au service postérieurement à la date du 17 décembre 2003, à laquelle son état de santé était considéré comme étant consolidé, et lui a par suite refusé le bénéfice donc des dispositions de l'article 41 de la loi de 86. On était dans le cadre de la fonction publique hospitalière. Alors, le Conseil nous dit, considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que M. Lillo n'avait pas droit au bénéfice de ces dispositions en se fondant sur la circonstance qu'il n'était pas établi que l'intéressé aurait été victime d'une rechute ou d'une aggravation de son état postérieurement à la date de la consolidation, sans rechercher si postérieurement à cette date, son état de santé était imputable à l'accident de service, le tribunal a commis hors droit. Donc, ça rejoint exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut effectivement trouver le lien de causalité avec l'accident initial et que la consolidation n'est pas un élément qui permet d'écarter en soi le lien de causalité. Donc le régime des accidents de service et des maladies imputables, donc il s'applique, pour bien résumer les choses, jusqu'à ce que l'intéressé soit reconnu définitivement inapte au service et mis à la retraite pour invalidité, ou s'il n'est pas reconnu définitivement inapte à l'exercice d'une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il soit en état d'être réintégré, le cas échéant après reclassement. Donc ça, effectivement, il faut bien avoir en tête que l'agent, donc c'est ce que nous dit le Conseil dans une décision CH de Voiron, en B, le Conseil nous dit qu'un agent hospitalier qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite, a droit, en vertu de l'article 41 donc de la loi de 86, à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Donc on voit bien que si un agent donc n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service, il a le droit donc à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation qui tenant donc à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. C'est donc des conditions qui sont très fortes pour l'agent. À partir du moment où l'imputabilité est reconnue, les obligations pour la collectivité sont assez importantes, c'est-à-dire qu'elle est obligée finalement de prendre en charge la collectivité ou l'administration, l'agent en question, jusqu'à ce que l'intéressé soit reconnu définitivement inapte au service et mis à la retraite pour invalidité, ou lorsqu'effectivement
il est reconnu définitivement inapte à l'exercice d'une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il soit réintégré après reclassement. Donc c'est quand même des obligations qui sont très fortes pour l'administration qu'il faut effectivement avoir bien à l'esprit. Donc si l'intéressé, sans être définitivement inapte, n'est pas en état de reprendre ses fonctions, pour une raison autre que celle ayant donné lieu à l'application du régime des accidents de service, ce régime cesse de s'appliquer. Et c'est le régime correspondant à la nouvelle affection qui s'applique. Alors ça, c'est un arrêt de la Cour de Marseille qui a repris ce raisonnement. Cet arrêt nous dit notamment, alors c'est un arrêt qui concernait Madame François. Alors Madame François soutient donc son premier, parce qu'elle a eu une succession de plusieurs accidents de service, et donc il y a eu effectivement une sorte de tergiversation de l'administration dans ce cadre-là, à savoir donc quelle était l'administration qui était en charge effectivement de prendre en charge la pathologie, enfin l'accident de Madame François. Donc Madame François a été victime le 13 décembre 1983 d'un accident constitué par la chute d'un mixeur sur un ulcère variqueux. Bon, ça paraît un peu flou, mais c'est a priori comme ça qu'il est décrit. Reconnu imputable au service. Son état s'étant amélioré, elle a repris son travail. Cependant, en janvier 89, elle a fait l'objet de remontrances verbales de la part de la municipalité à l'occasion de la confection d'une pièce montée réalisée pour commémorer le bicentenaire de la Révolution. Le 27 février 89, elle a fait une rechute d'accident de travail sous la forme d'un ulcère variqueux compliqué, d'érysipèle et d'eczéma. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'avoue que c'est assez obscur pour moi. Un ulcère variqueux suite à la chute d'un mixeur. Bon. Mise en congé pendant 3 semaines à ce titre, Madame François a présenté à la même date des troubles cardiovasculaires qui ont entraîné son hospitalisation à l'hôpital de Manosque. Donc on voit bien que là, il y a une autre pathologie qui a priori semble pas forcément en lien avec la première. Ces troubles se sont atténués, mais qu'en revanche, son état psychique s'est aggravé avec angoisse et idées dépressives. Finalement, l'ulcère variqueux de la jambe s'est amélioré avec la pratique en 91 d'un événage avec consolidation le 31 décembre 91. Le 11 septembre 89, elle a repris son travail à mi-temps jusqu'en janvier 90, où elle a dû s'arrêter en raison de l'augmentation de ses angoisses, liées, selon elle, à un contexte professionnel difficile. Ça, bon, on le retrouve souvent dans les dossiers, c'est-à-dire notamment les dossiers de burn-out, où effectivement les agents mettent souvent, je dirais, en exergue leur exercice professionnel particulièrement difficile. À compter du 10 avril 90, elle a été placée en congé de longue maladie, transformée ensuite en congé de longue durée au titre de ses troubles psychiques. Alors la Cour de Marseille nous dit que Madame François soutient donc son premier accident n'ayant été consolidé que le 31 décembre 91, son congé de longue durée doit être considéré comme n'ayant commencé que le 1er janvier 92. Cependant, si Madame François a été mise en congé le 27 février 89 au titre de son accident de travail, il résulte clairement des pièces du dossier qu'à partir du mois d'avril 90, ces congés sont liés à la fois à son état cardiovasculaire et à ses troubles psychiques, et non à la rechute de son accident. Donc, l'accident, donc, qui était un ulcère variqueux. Que par suite, la date de consolidation du dit accident est sans effet sur le point de départ du congé de longue maladie transformé en congé de longue durée accordé au titre d'autres troubles. Parce qu'effectivement, la consolidation concernait donc cet ulcère variqueux. Donc, si la personne a un autre accident, par la suite, bien évidemment, la date de consolidation de l'accident principal, je dirais initial, est sans incidence sur ce nouvel accident. Madame François a été placée en congé de longue maladie à compter du 8 avril 90 à raison de troubles psychiques de nature dépressive, donc deuxième accident. Contrairement à ce qu'elle soutient, tant la commission de réforme que le comité médical et le comité médical supérieur donc, ont été saisis de la question de l'imputabilité au service de ces troubles, s'appuyant sur les pièces du dossier en soulignant d'une part que les remontrances ci-dessus rappelées n'avaient été suivies d'aucune poursuite disciplinaire et qu'il n'était pas établi qu'il aurait existé des relations conflictuelles entre le maire et Madame François, et d'autre part qu'il ressortait des rapports d'expertise que Madame François avait une personnalité sensitive qui était prédisposée à un syndrome dépressif, le tribunal a jugé que le lien de causalité directe entre les dites remontrances et les troubles psychiques ayant donné lieu à un congé de longue durée n'était pas établi. Madame François ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Donc là, on voit bien que le lien a été rejeté en estimant que aussi bien la commission de réforme que les experts avaient dit que Madame François avait une personnalité sensitive qui a prédisposé à un syndrome dépressif. Et donc, elle en a déduit que le lien de causalité donc n'était pas établi. Donc là, c'est quand même un cas un peu particulier également, où vous avez une succession de plusieurs pathologies,
et pour lesquels donc la personnalité de Mme François était donc particulièrement sensitive. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est comme ça qu'a jugé la Cour de Marseille. Bien, donc ensuite, s'agissant de la prise en charge des frais médicaux et des frais de déplacement, il s'applique à l'agent qui n'est plus en activité. C'est-à-dire que même un agent qui n'est plus en activité, eh bien, la collectivité, donc, et en l'occurrence l'État, doit donc prendre en charge les frais médicaux, même au-delà de l'activité de l'agent. C'est très important d'avoir ça en tête parce qu'effectivement, souvent, lorsqu'un agent, effectivement, lorsqu'une pathologie est reconnue comme imputable au service, il faut bien comprendre que l'administration peut avoir à charge les frais médicaux et les frais liés à cet accident, parfois même à vie. Bien, donc, je vais vous citer un avis du contentieux du Conseil d'État, Madame Chandonnet, du 1er mars 2012, du Conseil d'État, donc, qui a rendu l'avis suivant. Donc, il résulte des dispositions du 2 de l'article 57 de la loi du 26 janvier 84, donc portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que lorsque la maladie provient donc d'une cause exceptionnelle prévue à l'article 27, donc ça c'est ce que je vous ai dit, lequel mentionne notamment les maladies contractées au en service, on a un accident survenu dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Ces dispositions qui s'inspirent du principe selon lequel l'administration doit garantir ses agents contre les dommages qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité. Alors même que le premier alinéa du même article 57 mentionne les fonctionnaires en activité. Par suite, les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident reconnu imputable au service. Donc vous avez quand même là, effectivement, un avis du Conseil qui est très important et qui donc, je dirais, précise bien le régime juridique, c'est-à-dire qu'un agent, même radié, peut coûter à la collectivité qu'il a employée, à son collectivité d'origine. Donc vous pouvez avoir en charge financièrement un agent qui a été donc reconnu comme accidenté dans le cadre de ses fonctions, vous pouvez l'avoir à vie. Il faut bien avoir ça en tête. Donc, effectivement, la décision de reconnaître ou de ne pas reconnaître, ça a des incidences très importantes. Parce que dès que, effectivement, c'est reconnu imputable au service, toutes les frais qui sont liés à cette maladie sont à prendre en charge par sa collectivité. Bien, donc on va passer maintenant, donc en cas de reprise des fonctions, puisque là nous avions vu quel était le régime juridique pendant la durée de l'imputabilité, c'est-à-dire lorsque la personne donc est en arrêt ou est malade, ou même après la fin de ses fonctions lorsqu'il est radié. Maintenant, effectivement, en cas de reprise de fonction, qu'est-ce qui peut se passer? Donc on peut appliquer le temps partiel thérapeutique, bien évidemment. Donc pour la fonction publique d'État, c'est l'article 34 de la loi du 11 janvier 84 qui s'applique. Cet article, donc, prévoit qu'effectivement, après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d'1 an pour une même affection. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé. Après avis favorable de la commission de réforme compétente pour une période d'une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation, d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés, donc, à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. Le temps partiel thérapeutique ne peut en aucun cas être inférieur au mi-temps. Donc ça, c'est effectivement les dispositions qui sont applicables à la fonction publique de l'État. Pour la fonction publique territoriale, il faut se référer à l'article 57.4 bis de la loi du 26 janvier 84 et l'article 41.1 de la loi du 9 janvier 86 pour la fonction publique hospitalière. Donc,
l'agent qui revient donc de son congé maladie, enfin de son congé maladie ou de son accident donc, de service peut être placé en temps partiel thérapeutique, sous réserve bien évidemment de conditions qui tiennent donc à la saisine de la commission de réforme en l'occurrence. Donc, nous avons un arrêt qui est important, enfin qui est intéressant notamment pour pouvoir juger quelles sont les obligations de la collectivité dans ce cadre, enfin des administrations dans ce cadre. C'est l'arrêt Lenoir-Tessier du 1er décembre 2010 du Conseil d'État. Donc c'était Madame Aurélie qui était magistrate, elle a été victime d'un premier accident imputable au service le 10 juin 2004 et a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2004, puis a bénéficié d'un premier temps partiel thérapeutique jusqu'au 22 mars 2005, suivi d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2005 et d'un second mi-temps thérapeutique du 2 octobre 2005 au 29 août 2006. À compter du 23 janvier 2007, Madame Lenoir-Tessier a repris son activité à temps complet, date à laquelle elle a été consolidée et a bénéficié d'un taux d'incapacité permanente fixé à 45%. Le 10 mars 2008, Madame Lenoir-Tessier a fait une rechute nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2009, dont la commission de réforme départementale du Rhône a estimé, par un avis du 8 octobre 2008, que celle-ci est imputable au service. Le 30 mars 2009, Madame Lenoir-Tessier a sollicité une reprise d'activité à mi-temps thérapeutique à compter du 17 août 2009, pour 6 mois. Après avis défavorable de la commission départementale de réforme, le président de la Cour d'appel de Lyon a rejeté cette demande au motif que Madame Lenoir-Tessier aurait épuisé ses droits à temps partiel thérapeutique tels qu'il résulte des dispositions de l'article 34 bis. Et donc, là-dessus, le Conseil nous dit que il ressort des pièces du dossier que la rechute et l'aggravation de l'état de Madame Lenoir-Tessier, intervenue en 2008, après la consolidation des premiers troubles, doit être regardée comme un nouvel accident de service. Et donc, Madame Lenoir-Tessier pouvait prétendre au bénéfice d'un travail à mi-temps thérapeutique à raison de ce second accident de service, nonobstant le fait qu'elle avait épuisé ses droits à mi-temps thérapeutique dans le cadre de son premier accident de service. Vous voyez bien que là, on est sur deux causes juridiques distinctes qui peuvent donc ouvrir droit à deux mi-temps thérapeutiques différents, puisqu'effectivement, elle avait donc eu un second accident de service qui n'était sans lien avec le premier. Donc il faut bien avoir en tête que le placement en mi-temps thérapeutique, c'est en lien avec un accident donné, c'est-à-dire qui est daté et qui est prévu, en l'occurrence, qui a été reconnu comme tel, comme imputable au service. Mais chaque accident donc ouvre droit à un mi-temps thérapeutique particulier. Le placement donc d'un fonctionnaire sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin automatiquement à celui du travail à temps partiel, ce qui fait que l'agent doit percevoir le traitement correspondant à plein temps. C'est-à-dire que dès que l'agent ensuite est mis donc à temps partiel, ça met fin, je reprends. Le placement d'un fonctionnaire sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin automatiquement à celui du travail à temps partiel. Donc quelqu'un qui était à temps partiel, qui passe à mi-temps thérapeutique, perçoit le traitement correspondant à son temps plein. C'est-à-dire que le mi-temps, en l'occurrence le temps partiel, n'est plus opérant. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui a mi-temps thérapeutique est considéré comme étant à temps plein. Il perçoit un plein traitement. C'est important d'avoir en tête. Ça, on a un arrêt, donc, Quay-Rambrin, notamment de 2012, qui rappelle cet élément-là par le Conseil d'État, qui nous dit qu'effectivement, il faut donc verser à l'agent le temps plein. Et je vois qu'il est 11h51, donc je vais un petit peu accélérer, je ne m'en voudrais pas, je suis désolé, parce qu'effectivement, on va avoir un peu du mal. Oui. Oui, justement, j'étais en train de regarder l'heure. Bon, là, il va vous rester la fin de la troisième partie, plus la quatrième. J'ai une suggestion, parce que sinon, dans 8 minutes, ça va couper. Peut-être qu'on peut envisager de reprogrammer un petit temps ne serait-ce qu'une demi-heure, 3/4 d'heure pour la quatrième partie, si tant est que les participants sont d'accord. Parce que là, on n'a pas de possibilité de modifier la durée du webinaire tel qu'il était prévu à l'origine. Ah, ça va couper dès midi, c'est ça? À midi, ça coupe, oui. D'accord, bon, écoutez. Il a été programmé comme ça et on n'a pas cette souplesse de le repousser en cours de webinaire. Est-ce que ça, c'est une solution qui vous intéresse, Monsieur Ponce? Écoutez, oui, je pense que malheureusement, comme vous le constatez, c'est vrai que c'est une matière qui est quand même assez compliquée, qui est assez lourde. Donc en 2 heures, c'est compliqué. J'essaie vraiment d'être le plus rapide possible. Je suis passé malheureusement sur pas mal de points qui auraient mérité d'être approfondis. Mais effectivement, si les participants sont d'accord, je suis tout à fait d'accord pour reprendre peut-être la semaine prochaine, une demi-heure pour pouvoir au moins finir, une demi-heure, 3/4 d'heure pour pouvoir finir effectivement
la troisième et la quatrième partie, bon, qui sont plus rapides hein, globalement, mais qui sont importants notamment pour ce qui est des actions éventuelles en responsabilité et je dirais des obligations donc des différentes administrations dans ce cadre-là. Du coup, je laisse les participants me dire dans le chat si cette formule leur convient. Peut-être je peux vous poser la question aussi de Guillaume N, donc a été déposée sur le chat concernant un actif participant à partant à la retraite. Continue-t-on de payer les frais médicaux et les soins? Et si oui, quel bureau paye les frais? Écoutez, oui, malheureusement, à partir du moment où vous avez donc quelqu'un qui est parti à la retraite, donc et qui est donc dont la pathologie, je dirais, est reconnue imputable au service, l'administration qui a employé donc la personne en question, je dirais que ce qui est important, c'est l'administration au sein de laquelle l'accident a eu lieu. C'est-à-dire que lorsque l'administration, je sais pas moi, ministre de l'Intérieur par exemple, a reconnu imputable au service et que l'accident a eu lieu au sein du ministère de l'Intérieur, même si effectivement, vous voyez, cet agent a pu faire des mobilités, c'est-à-dire être muté par exemple au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation nationale, même 10 ans après, lorsqu'il est mis à la retraite, s'il a toujours des soins médicaux et des frais médicaux qui sont effectivement à prendre en charge au sein, en lien avec cet état pathologique, enfin, avec cet accident qui est donc a été reconnu imputable par le ministère de l'Intérieur, c'est donc son administration initiale, celle qui a reconnu son accident initialement, qui donc doit prendre en charge effectivement ses frais médicaux et ses frais donc occasionnés par la maladie. Donc c'est très lourd, effectivement, je vous concède, mais c'est effectivement malheureusement, enfin heureusement pour l'agent, bien évidemment, ça c'est effectivement le régime juridique applicable aujourd'hui. D'accord, on a une autre question, si toujours de Guillaume N. Un agent à temps partiel obtient un CITIS, repasse-t-il automatiquement à temps plein? Pardon? Obtient quoi? J'ai pas vu. Un CITIS. Un CITIS. Alors, je ne me souviens plus de l'acronyme que Florent Lefrappeur avait cité plusieurs fois dans les premiers webinaires. Est-ce que vous pouvez, Guillaume, du coup, repréciser? C'est un congé, je ne sais plus comment précisément. Bon, sinon, on reviendra sur la question tout à l'heure. Et puis, globalement, les gens sont d'accord sur le fait de prévoir une petite séance supplémentaire pour terminer notamment la quatrième partie. Bah, écoutez, je vous laisse terminer. Là, il est -5, donc je pense que d'ici 5 minutes, Webikeo coupera de manière drastique. Donc, je vous laisse les 5 minutes. Tant pis si ça coupe et on va reprogrammer la suite. Et si ça coupe sans que j'ai le temps de vous souhaiter un bon appétit et de vous remercier d'avoir participé, vous nous en excuserez et on se retrouvera rapidement. Je vous laisse la parole, Monsieur Ponce. Merci, Madame Amiot. Ben, écoutez, merci. Je vois que Webikeo donc est beaucoup plus strict que bon, dans d'autres cadres de formation. On a malheureusement, heureusement, enfin, moi j'en suis particulièrement, je donne des cours aussi dans d'autres cadres. On a la possibilité donc de dépasser un petit peu, je dirais un quart d'heure, 20 minutes. Bien évidemment, si les participants sont d'accord, là, ce n'est pas possible, malheureusement. J'espère en tout cas que vous avez pu en retirer des éléments qui sont importants dans votre exercice professionnel. Je répète que ce support de cours, bien évidemment, vous avez eu le plan détaillé, mais vous avez le support intégral. Donc, je vais mettre en ligne et que Madame Amiot mettra en ligne et que vous pourrez récupérer donc à votre convenance. Et donc, vous pourrez donc déjà peut-être même regarder la fin de la troisième et le début de la quatrième partie, de manière à pouvoir déjà avoir des éléments qui vous permettront de suivre dans de bonnes conditions la suite. Et voilà, bah écoutez, messieurs, dames, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bon courage dans cette matière qui est souvent compliquée parce qu'effectivement, on est confronté à des problématiques qui touchent parfois à des drames humains. Donc, et c'est d'autant plus important qu'il faut garder à l'esprit que dans ce contexte, il faut avoir les idées claires et et donc respecter un formalisme et souvent des règles juridiques qui sont assez maintenant bien établies, mais souvent qui imposent une marge d'appréciation dont l'administration doit faire effectivement usage et dont elle ne peut pas effectivement se décharger sur d'autres instances, fût-elles aussi compétentes que la commission de réforme. Alors on a la précision de la part de Guillaume sur et puis renchéri par Angelina sur le CITIS, le congé d'invalidité temporaire. D'accord, congé d'invalidité, oui. Et donc la question c'était, excusez-moi. Alors, la question c'était, je remonte, excusez-moi aussi. Un agent à temps partiel qui obtient un CITIS repasse-t-il automatiquement à temps plein?
Alors, si le CITIS, c'est ce que ça correspond finalement au mi-temps, je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le, le mi-temps thérapeutique, hein, c'est ce que j'ai dit, il me semble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un agent est positionné donc en mi-temps thérapeutique, il doit être considéré comme étant à temps plein, donc il perçoit son plein traitement. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais a priori, c'est comme ça que. C'est-à-dire que tout ce qui est, quand il est dans une position qui concerne effectivement, qui est en lien avec son accident initial, il doit effectivement, même s'il était à temps partiel antérieurement, s'il passe à mi-temps thérapeutique, s'il passe à mi-temps thérapeutique, il doit être considéré comme étant à plein temps. Est-ce que j'ai été clair? On attend de voir que Guillaume nous dit si la réponse lui suffit comme ça. Est-ce que Guillaume, si vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat. Bon, il n'y a pas de petits mots. On va considérer que la réponse convenait et que la question a été bien interprétée. Bon, bah écoutez, il est 11h59, donc je pense qu'on va être raisonnablement... Ah, Monsieur Guillaume N dit non, tant pis. À la rigueur, ce qu'on fera, Monsieur Guillaume N, vous repréciserez votre question à la prochaine séance et on repartira de cette question pour compléter le propos. Monsieur Pont, ça vous va comme manière de faire? Je pense que j'ai pas très bien compris la question, mais c'est pas grave. C'est la limite du chat, hein, c'est que c'est vrai qu'en général, je suis en direct avec les participants, avec les agents, notamment via Skype, dans mon exercice professionnel. C'est plus simple pour répondre de tac au tac. Là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. En tout cas, écoutez, je pense à couper, donc je vous souhaite à tous bonne continuation dans vos fonctions et bien évidemment, on se retrouve, Madame Amiot et moi-même, on va fixer une nouvelle date pour pouvoir donc poursuivre l'intervention. Merci à tous en tout cas et bonne continuation. Merci, à bientôt. Au revoir.